1490. Une date connue dans le monde entier comme l'année où débuta la Troisième Guerre. Pour la troisième fois de l'histoire, le vaste royaume du Gaenroas et l'immense Val d'Avray s'affrontèrent dans un conflit dévastateur qui eut pour particularité la participation massive des nouvelles armadas de guerre gaènes qui déferlèrent à la surprise générale dans la baie de Sang, tandis que les armées de fantassins et de cavaliers prenaient les voies terrestres classiques. Des milliers de vaisseaux s'abattirent sur les côtes occidentales du Val, au premier chef desquels celle accidentée du cap de la Griffe, une zone sauvage servant de refuge à des hordes de pillards sans foi ni loi qui profitaient de ces reliefs escarpés et de ces nombreux récifs pour échapper à leurs poursuivants. Pendant des années, les autorités du Val avaient mené des campagnes dans le but de pacifier le cap, jusqu'à parvenir à en arracher la moitié la plus accessible et à la coloniser en fondant la province de Cliffol, charge à ses seigneurs de conquérir le reste. Mais cette année-là, quand les armées gaènes fondirent sur la Griffe, le nord ne fut pas épargné, et les clans de pillards prêtèrent allégeance au Val en échange de son soutien militaire et financier, s'unissant en ce qui est connu aujourd'hui comme le Redisham. La province de Cliffol, plus militarisée et solide, soutint l'invasion sans faillir. Son nouveau voisin du nord fut bien moins loti. La force d'invasion qui débarqua sur les plages de sable du Redisham se scinda en deux. La majeure partie de l'armée assiégea la citadelle du Roc, tandis qu'une seconde, moins fournie, sous les ordres du seigneur de guerre Vorkatane, fit marche forcée vers le sud, accompagnée de sinistres individus, les druides du culte de la flamme. Retranchés dans la forteresse de Falkirk, les forces Reddish laissèrent passer la vague sanglante qui déferla vers le sud et semblaient les ignorer, trop heureuses de s'en sortir à peu de frais et de pouvoir rallier la capitale pour lui porter secours. Vorka et ses hommes entrèrent ainsi dans la vallée d'Anog sans être inquiétés, et envahirent le sanctuaire druidique de Tirn Anog, où ils massacrèrent les gardiens, et où les druides de la flamme brûlèrent Anog, l'arbre sacré, car tel semblait être leur but premier. Motivés par cette première victoire, ils descendirent sur le château de Caranog, où s'étaient retranchées les forces vives du clan autour de leur chef Lorken Amanog, et de ses conseillers Sigurd, Angus et Astur. Les trois arènes du clan tentèrent d'en défendre l'accès, mais deux d'entre eux furent capturés, et le troisième dut se replier avec le reste de ses forces dans Caranog même. Quand l'assaut final fut donné, le devin Astur tomba sous les coups de hache, pendant que le druide Angus et son confrère Sigurd vidaient les lieux, abandonnant leur chef et sa garde aux mains de l'envahisseur. Pendant 2 ans, tandis que le Redisham luttait pour survivre, Vorka et sa suite occupèrent la forteresse dans l'impunité la plus totale. Fidèle suivant du culte de la flamme, Vorka fit torturer les prisonniers de guerre, livra les lieux sacrés aux druides de la flamme qui les brûlèrent jusqu'au dernier, et il s'occupa personnellement de la princesse Varda, fille unique de Lorken, afin d'avoir un héritier légitime pour cette vallée. Dans le reste de la région, Sigurd menait les derniers résistants autour de la cité en ruine de Sterling, tandis qu'Angus regroupait les druides survivants pour organiser une rébellion. Mais tout prit fin en 1492. Au milieu d'une froide nuit d'hiver, la forteresse de Caranog s'ébranla sur ses fondations et la quasi-totalité des constructions s'effondrèrent, ne laissant presque aucun survivant. Vorka et ses lieutenants y succombèrent, de même que le chef de clan Lorken et ses harens Adan et Cairn. Seul le harem Lot Corwen en réchappa par un heureux coup du sort qui mit sur sa route de simples soldats eux-mêmes rescapés et qui l'aidèrent à quitter les lieux avant qu'il ne soit trop tard, et qui racontèrent plus tard avoir été guidés par une voix mystérieuse et prophétique. Quelques mois plus tard, la Troisième Guerre prenait fin et les envahisseurs gaènes regagnaient leurs navires pour rentrer chez eux. Au moment de la reconstruction, la vallée d'Anog était une plaie béante, oubliée et exsangue, dont nul n'envisageait qu'elle redevint un jour le haut lieu du druidisme qu'elle avait été. Le clan dévasté fut mis entre les mains du harem Lot Corwen, le dernier noble encore en vie. Il anoblit les 2 soldats qu'il avait sauvés et offrit sa propre fille à l'un d'entre eux, afin que son sang irrigue ces nouvelles familles sur lesquelles reposait l'avenir du clan moribond. Mais l'histoire n'est pas toujours telle qu'on la raconte. En vérité, l'histoire réelle a peu de témoins
Et rares sont ceux qui savent les terribles événements de la chute de Caranog. Contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas un tremblement de terre qui eut raison de la forteresse, et ce ne sont pas les actions d'Angus et de ses druides qui en sont à l'origine. Ceux-ci ont laissé dire pendant des années, profitant de la notoriété que cette rumeur leur conférait. Alors qu'en vérité, ce soir-là, quelque chose tomba du ciel en pulvérisant Caranog sous le choc. Il n'y eut qu'un seul témoin direct de cette chute, celui qui, haut dans le ciel, l'avait provoqué. Tous les autres sont morts. À part lui, nul ne sait ce qui est tombé. Mais ce n'est pas tout. Il y eut un autre survivant que le Arène Lot Corwen et ses 2 soldats. Quelque part sous les gravats, la princesse Varda succombait peu à peu à ses blessures. Quand une voix jaillit dans sa tête, à son dernier souffle, et lui offrit un répit. Quelques jours plus tard, un répit encore. Et encore. Et quand tout fut désespéré au point de refuser son aide, la voix lui révéla qu'elle portait un enfant et lui accorda un nouveau répit. Un mois entier passa ainsi, avant que les pierres au-dessus d'elle ne se soulèvent et qu'elle n'aperçoive le visage inquiet d'Angus. Le druide emmena la princesse au loin, procéda à son accouchement tout en ayant parfaitement conscience de qui était l'enfant qu'il tenait entre ses bras. Lui-même venait d'avoir un enfant. Et les 2 nouveau-nés partagèrent le même berceau, tandis que Varda, reprenant des forces, conçut le projet de se rendre au roc, faire valoir ses droits sur le clan. Sur les conseils d'Angus, elle laissa son enfant à la garde de la dryade Aesina et voyagea en secret jusqu'au roc, où elle s'entretint avec le seigneur Akerban et son archimage, desquels nul ne sait ce qu'elle obtint, car c'est en revenant chercher son fils qu'elle fut assassinée par un des disciples de ce dernier, le tristement célèbre Carwyn, et emporta ses secrets dans sa tombe. De son côté, Angus avait commencé à mesurer que la destruction de Caranog n'était pas naturelle, et alors qu'il découvrait Varda et son récit, il avait également constaté de subtils mais inquiétants changements dans la nature même de la zone, semblables à une forme de corruption. Sa grande érudition et ses connaissances le poussèrent à aller chercher plus experts que lui dans le domaine. Et il quitta la surface pour gagner sombre terre et contacter une harpie de ses connaissances afin qu'elle vienne voir l'endroit. Une année entière s'écoula avant qu'il ne revienne en sa compagnie. Année pendant laquelle les forces à Caranog ne restèrent pas inactives. Car en secret, un nouveau maître s'est assis sur le trône, sobrement appelé le Seigneur Sombre. Il a étoffé ses forces de nombreux morts tombés dans les environs et se terrent dans Caranog, profitant de la mauvaise réputation des lieux pour éloigner les curieux. Il cherche l'enfant de Varda, qu'il finit par localiser dans le bois d'Angus, où il est élevé en secret par la dryade Aesina. Pour la première fois, les forces de Caranog se déchaînent hors de leur zone sur la petite forêt, frappant suffisamment fort pour attirer l'attention du jeune disciple Carwyn dans la région depuis plusieurs mois. Quand il vient au secours de la dryade, il découvre les 2 enfants, et dans un dernier souffle, Aesina lui en confie la garde, le temps qu'Angus revienne, et le disciple accepte. Au retour d'Angus, si les forces de Caranog ont été repoussées, Aesina est morte. Et Carwyn se tient seul au milieu de la forêt dévastée, les 2 enfants dans les bras. Une fois la douleur de la perte de son épouse passée, Angus lui révèle qui est le second enfant, et Carwyn comprend alors qu'il a promis de prendre soin de l'héritier bâtard du clan, le fils de Varda, dont son maître exigera certainement la mort si son existence lui est révélée. Carwyn accepte d'accompagner Angus et Urda, son ami venu d'en dessous, pour inspecter Caranog. Ensemble, ils constatent à quel point la région est devenue inhospitalière, corrompue et envahie de morts-vivants. De ce périple, ils reviendront avec un bien étrange objet, Kéris, la clé du ciel. Un artefact étrange qui leur a, semble-t-il, été confié là-bas pour être mis en sécurité et qui ne doit sous aucun prétexte revenir à Caranog. Un artefact aujourd'hui disparu, dont le retour a pourtant été prophétisé par les forces de Caranog, qualifiant ce jour du début de la fin. Pendant près de 20 ans, Angus a fortifié la vallée en la peuplant en secret
de colonies d'araignées géantes dressées à haïr et à combattre les morts. À plusieurs reprises, il a tenté d'en obtenir officiellement la garde auprès du seigneur Akerban. Une demande sans cesse est conduite. Lui et son organisation druidique ont maintenu Caranog sous contrôle, guettant une opportunité d'y mettre fin. Hélas, une telle proximité lui aura sans doute coûté sa santé mentale, car Angus sombra, dit-on, dans la folie la plus sombre, venant à rejeter l'humanité, responsable de tous ces maux, et destructrice de l'arbre sacré, et se consacrant finalement à la plus sombre des puissances de la nature, Camérine la licorne noire. Aujourd'hui, Angus est mort. Sa folie l'a poussé à se mettre en danger une ultime fois, et le nouveau clan a eu raison de lui et des siens, ignorant qu'il tenait en laisse Caranog et le pouvoir du Seigneur sombre est libéré de ses chaînes. Petit à petit, les colonies d'araignées ont été débusquées et exterminées, desserrant l'étau qui tenait les morts en respect.